Nous sommes le 29 octobre 1787 à Prague, capitale de la Bohême et deuxième ville après Vienne de l'Empire des Habsbourg. Mozart va créer son nouvel opéra. Le théâtre de Nostitz, futur théâtre des États, est flambant neuf. L'acoustique y est l'une des meilleures d'Europe. L'orchestre est de première qualité. Surtout, le public pragois adore Mozart, alors que Vienne, sa ville d'adoption, commence à le bouder. En décembre 1786, Prague a accueilli triomphalement la reprise des Noces de Figaro, qui n'avait été reçue que tièdement par les Viennois. Cette fois, pas de reprise, mais un opéra composé spécialement pour les Pragois, Don Giovanni. Avec ce Don Juan, Mozart va leur offrir un incroyable chef-d'œuvre, un opéra qui va recueillir et relancer l'un des plus fameux mythes modernes et devenir lui-même, dans l'histoire de l'opéra, un ouvrage mythique. Dorian raconte Don Giovanni de Mozart. L'année 1787 a bien commencé pour Mozart. À Prague, les Noces de Figaro tiennent l'affiche tout l'hiver. En janvier, il s'y rend pour la première fois et reçoit un accueil enthousiaste. Il s'émerveille. « Ici, on ne parle que de Figaro, écrit-il. On ne joue, ne chante, ne siffle que Figaro, éternellement Figaro. » Le 19 janvier, il offre au public pragois sa symphonie numéro 38, dirige lui-même l'orchestre, improvise au pianoforte et gagne 1000 florins. Surtout, Pasquale Bondini, le directeur de la troupe du théâtre de Nostitz, lui commande un nouvel opéra pour octobre et lui fait une généreuse avance de 100 ducats. Mais en février, le retour de Mozart à Vienne révèle un isolement grandissant. Ses concerts par souscription échouent, sa ville d'adoption ne lui passe aucune commande. Les relations avec Léopold sont toujours plus tendues. Le père désapprouve le mode de vie du fils, dépensier, immature, ingrat. Le conflit se résout tragiquement. Léopold meurt le 28 mai, laissant Mozart désemparé. Sa chère sœur Nannerl s'éloigne. La rupture avec le passé est définitive, l'avenir paraît sombre. Heureusement, Prague éclaircit l'horizon. On attend avec impatience le nouvel opéra. C'est Lorenzo da Ponte, le génial librettiste des Noces de Figaro, qui, au printemps, propose à Mozart le sujet d'un Don Juan. À l'époque, on ne dit pas encore que Don Juan est un mythe. Pourtant, son histoire est bien un récit fondateur qui met en scène une figure exemplaire, confrontée à des forces qui le dépassent, une histoire qui interroge à ce point notre condition humaine qu'elle ne cesse d'être reprise et réinventée à travers les époques. Don Juan est donc bien un mythe, mais il a une particularité. Il est récent et d'origine littéraire précise. Il naît d'une pièce de théâtre baroque espagnole, probablement jouée dès 1617 et en tout cas publiée en 1630. El burlador de Sevilla, l'abuseur de Séville, du moine poète Tirso de Molina. La pièce installe la structure fondamentale du mythe, celle qui restera présente dans toutes les versions ultérieures. Quelle est-elle? Au centre, un jeune homme qui n'écoute que son plaisir et se faisant transgresse les interdits sociaux, moraux et religieux, défiant la justice humaine. Autour de lui, un groupe de femmes séduites, épousées puis abandonnées ou tout bonnement violées. Face à lui, le père d'une des victimes, une figure d'autorité, le fameux commandeur, qui l'a tué et dont le fantôme revient le punir au nom de la justice divine, l'emportant en enfer. Ce fantôme revient pour une raison précise. Don Juan, campé devant sa sépulture, a invité sa statue mortuaire à dîner par pure provocation. C'est d'ailleurs cette invitation lancée à un mort qui est la matrice mythologique. Car elle,
on la trouve bel et bien dans de nombreuses sculptures populaires archaïques. À cette structure, il faut ajouter d'autres composantes essentielles. D'abord, Don Juan, aristocrate, déroge aux valeurs de sa caste. Son inconduite éclabousse l'honneur de ses pairs et humilie les gens du peuple. Ses abus de pouvoir ébranlent l'équilibre traditionnel de la société. Ensuite, il affirme une philosophie de l'instant présent qui confine à l'athéisme, à un hédonisme insouciant de l'avenir, par opposition à la crainte chrétienne du jugement. Chez Tirso de Molina, la devise de Don Juan revient comme un leitmotiv. « Tan largo me lo fiais »« Quelle longue échéance tu m'accordes » La statue lui rappellera que le châtiment vient toujours plus tôt qu'on ne pense. Enfin, Tirso flanque Don Juan d'un valet, véritable alter ego et souffre-douleur de son maître. Catalinon aura une prestigieuse postérité, Sganarelle chez Molière ou encore Leporello chez Mozart. C'est lui qui assure la dimension comique d'un théâtre qui sinon tournerait vite au drame le plus sombre. C'est grâce à ce valet espiègle et pleutre, maltraité et complice, indigné et admiratif, que Don Juan pourra faire carrière dans la comédie et l'opéra bouffe. Car rapidement, le sujet espagnol s'exporte en Italie et en France. Cicconini en fait une comédie vénitienne dès 1632. Il Convitato di Pietra, le convive de Pierre, qui est aussitôt reprise abondamment dans la Commedia dell'arte et inspirera le premier opéra donjuanesque, L'Empio Punito, l'impie puni, de Melani en 1669. En France, Dorimon donne une comédie, Le Festin de Pierre ou L'athée foudroyé en 1658. Villiers donne un Festin de Pierre ou Le Fils criminel 2 ans plus tard. Et c'est en 1665 que Molière va apporter son éclatante contribution au mythe naissant. Son Don Juan est un sommet de la littérature dramatique. C'est tout à la fois une comédie farcesque, pastorale et galante, une tragicomédie en prose où certains monologues atteignent au sublime tragique, une pièce à machine avec ses apparitions surnaturelles. Enfin, une très grande comédie de mœurs, critique acerbe de l'aristocratie, avec cette figure du grand seigneur méchant homme, son incroyance, son goût du blasphème, et pour couronner le tout, son éloge de l'hypocrisie dévote, qui fait soudain du séducteur un frère de Tartuffe. Voilà l'héritage culturel que Mozart et Da Ponte vont recueillir un bon siècle plus tard. Si, pour les Noces de Figaro, ils avaient choisi une pièce contemporaine et subversive, avec Don Juan, ils se tournent vers un sujet devenu populaire et, à vrai dire, déjà éculé. Don Juan a envahi les tréteaux de la Commedia dell'arte et la scène lyrique. Avant celui de Mozart, on compte une bonne dizaine de Don Giovanni rien qu'à l'opéra. Durant la seule année 1787, sont créés en Italie pas moins de 3 opéras sur le sujet. À Rome, celui de Fabrizi. À Venise, celui de Gardi et surtout celui de Gazzaniga, qui va largement inspirer Da Ponte. Le Don Giovanni de Gazzaniga est créé à Venise le 5 février 1787, quelques mois à peine avant celui de Mozart. Le livret est signé Giovanni Bertati et constitue le modèle direct et avoué de Da Ponte, qui d'ailleurs connaissait Gazzaniga. Ils avaient collaboré à Vienne l'année précédente. Puiser abondamment dans le texte d'un prédécesseur est une habitude très répandue à l'époque. Da Ponte, occupé simultanément à l'écriture de 3 livrets, pour Salieri, pour Martin y Soler et pour Mozart, ne peut se permettre le luxe de tout inventer. Et vu le succès de Gazzaniga, il a tout intérêt à en reprendre les recettes.
Le livret de Bertati pour l'opéra de Gazzaniga représente un saut qualitatif certain par rapport aux standards de l'opéra buffa du XVIIIe siècle. Élégant et soigneusement construit, il témoigne de l'influence croisée de Tirso de Molina, de Molière, mais aussi de Goldoni, qui avait donné à Venise une tragicomédie sur Don Giovanni en 1736. L'opéra de Gazzaniga, en un acte, ne dépassait pas les 1h30. Pour obtenir un opéra en 2 actes et 2 fois plus long, Da Ponte augmente considérablement le volume de sa source. Il suit largement le canevas de Bertati pour le premier et le dernier quart de la pièce. Mais entre les deux, il complexifie l'intrigue, multiplie les situations propices au développement musical, approfondit la psychologie des personnages. Et comme par ailleurs sa plume est d'un talent bien supérieur, les modifications sont en définitive tout aussi substantielles que les emprunts. L'opéra s'ouvre sur une catastrophe. Don Giovanni a tenté d'abuser de Donna Anna. En s'échappant, il est provoqué en duel par le commandeur, père de la jeune fille, qu'il tue avant de disparaître avec son valet Leporello. Anna fait jurer à son fiancé Don Ottavio de la venger. Don Giovanni croise ensuite Donna Elvira, qu'il a jadis épousée puis abandonnée. Pour s'en débarrasser, il laisse Leporello lui dérouler le catalogue de ses conquêtes. Puis, croisant une noce paysanne, Don Giovanni entreprend de séduire la fiancée Zerlina sous les yeux de son promis Masetto, qu'il congédie brutalement. Zerlina n'est pas loin de céder, mais Elvira entre et déjoue le piège. Elle met également en garde Anna et Ottavio lorsqu'elle les trouve en présence de Don Giovanni. Celui-ci tente de la faire passer pour folle, mais se retire embarrassé. Anna est en état de choc. Elle vient de reconnaître son agresseur à sa voix et réclame vengeance. Pour confondre le criminel, Anna, Ottavio et Elvira, masqués, se rendent à la fête donnée par Don Giovanni, qui se trahit lui-même en tentant d'abuser de Zerlina au détour d'une danse. Publiquement accusé, Don Giovanni parvient à s'enfuir. Au deuxième acte, maître et valet échangent leurs vêtements et leurs identités. Leporello reconquiert ainsi Elvira et l'éloigne pour que Don Giovanni puisse courtiser sa servante. Mais celui-ci est surpris par Masetto et ses compagnons armés qui veulent en découdre avec le scélérat. Sous les traits de Leporello, Don Giovanni disperse le groupe, isole Masetto et le roue de coups. Le paysan meurtri trouve réconfort auprès de Zerlina. De son côté, Leporello déguisé et flanqué d'Elvira, dont il ne sait comment se débarrasser, est finalement attrapé par Anna, Ottavio, Zerlina et Masetto, qui croient tenir le coupable. Le valet menacé révèle son identité et s'enfuit. Il retrouve son maître dans le cimetière où repose le commandeur. Don Giovanni accumule les provocations haut et fort quand une voix surnaturelle l'interpelle. C'est la statue du commandeur. Par bravade, Don Giovanni l'invite à dîner. Elle accepte. Perplexe, Don Giovanni fait préparer un festin. Elvira surgit et le supplie de revenir vers elle et de changer de vie. Il la raille et la repousse. Dans sa fuite, elle pousse un cri. Leporello la suit et crie à son tour. C'est la statue du commandeur qui est apparue sur le seuil. Le spectre est venu honorer l'invitation et la rendre. Don Giovanni, impavide, accepte et doit donner sa main en gage. À son contact, il se sent brûlé de l'intérieur. La statue le somme de se repentir. Il refuse obstinément et s'abîme dans les flammes de l'enfer.
De la tradition du mythe, Mozart et Da Ponte vont retenir et enrichir des éléments essentiels à leur propre esthétique. Premièrement, Don Giovanni, l'aristocrate qui déroge à son rang et menace l'équilibre social, prolonge et renforce la charge des noces de Figaro. Comme Almaviva, il bafoue les liens du mariage, le sien et celui des autres, et veut posséder une jeune femme le jour de ses noces et sous les yeux de son fiancé. Figaro contenait sa colère, mais Masetto rassemble une horde armée de bâtons et de fourches. Nous sommes à 2 ans de la Révolution française, ne l'oublions pas. Deuxièmement, la philosophie hédoniste du libertin trouve ici son apogée. Don Juan ne disserte pas comme chez Molière, mais glorifie spontanément la jouissance immédiate et le mépris de l'avenir. Et cela, c'est la musique qui est le plus à même de l'exprimer. Expression troublante d'ailleurs, comment conserver notre assise morale face au tourbillon irrésistible dans lequel nous emporte Don Giovanni? Par exemple, lorsque dans le final du premier acte, juste avant d'être pris en flagrant délit de tentative de viol, il entonne cette profession de foi éclatante, « Viva la libertà », ou encore quand il révèle un courage héroïque face à la mort. On vacille devant cette toute-puissante liberté animale, anarchique, plus proche de Sade que de Rousseau, en ce siècle des Lumières finissant. Troisièmement, enfin, Mozart et Da Ponte optent pour une hybridation entre tragique et comique. Dans son catalogue personnel, Mozart désigne Don Giovanni comme opera buffa, mais Da Ponte publie son livret sous le terme drama giocoso, littéralement drame joyeux. On a beaucoup glosé sur cet oxymore et sur la modernité de ce mélange des genres. En réalité, en cette fin du XVIIIe siècle, les deux désignations sont synonymes. Simplement, opera buffa est plutôt un terme de compositeur, drama giocoso, un terme de librettiste. Car c'est une référence littéraire à Goldoni qui, dans les années 1750, a popularisé et fixé le drama giocoso, une forme de comédie comprenant 3 types de personnages, les nobles, parti serie, les bouffons, parti buffe, et les personnages mixtes, dits de demi-caractères, mezzi caratteri. Donna Anna et Don Ottavio sont nobles, Leporello, Zerlina et Masetto sont bouffes, Don Giovanni et Elvira sont de demi-caractères. Entre personnages nobles et bouffes, il y a peu de contact. Seuls les mezzi caratteri circulent entre les deux mondes. Ce n'est pas tant la coexistence des 3 types qui est moderne que le traitement musical de Mozart d'une richesse et d'une complexité exceptionnelle pour un opéra buffa. Le rideau se lève sur des accords funèbres d'une gravité oppressante, avant de s'emballer en un allegro qui annonce, comme les noces, une folle journée. Folle journée en effet, serment de vengeance, air de fureur et chants élégiaques qui ne dépareraient pas dans un opéra seria, alternent avec des lazzi bouffons, des airs galants et des danses paysannes. Même la mécanique de l'imbroglio comique, dans le premier final, que Mozart maîtrise sans rival depuis les noces, se grippe et nous glace le sang. Le bal masqué combine 3 groupes d'instruments sur scène qui jouent chacun une danse différente. Tandis que le drame se noue, les danses se superposent et l'ensemble s'échafaude avec une complexité d'écriture qui crée progressivement un sentiment d'angoisse et de chaos. On sent parfaitement que tout cela finira très mal. Et de fait, à la fin du 2e acte, le tragique pur s'impose avec l'entrée glaçante de la statue qui reprend les accords funèbres de l'ouverture. L'engloutissement de Don Juan dans les flammes de l'enfer a des accents de jugement dernier qu'on ne retrouvera que dans le Requiem. Et pourtant, Mozart et son librettiste optent pour le lieto fine, cette fin heureuse obligée des opéras du XVIIIe siècle, qu'ils soient bouffes ou seria. Dans la version originale, celle de Prague, tous les personnages se retrouvent sur scène après la mort de Don Juan et chantent ensemble la morale de l'histoire. Ainsi finit celui qui fait le mal. Les perfides meurent toujours comme ils ont vécu.
La fin de l'opéra a soulevé beaucoup de questions. Dans le livret imprimé de la version viennoise, donné l'année suivant la création pragoise, le texte de cet épilogue heureux ne se trouve pas imprimé. On en a donc conclu qu'il avait été supprimé pendant les représentations. Ce n'est pourtant qu'une hypothèse, car il y a souvent des décalages entre livret imprimé et représentation. Et nous n'avons aucune preuve formelle que ce final n'ait pas été donné. Il a peut-être été simplement remanié. En tout cas, la postérité romantique s'est réjouie que Mozart ait renoncé à une convention de fin heureuse qui ne semblait pas à la hauteur du drame métaphysique qui se jouait dans l'opéra. Aujourd'hui encore, dans le doute, on a le choix de baisser le rideau soit sur la mort de Don Juan, soit sur la morale de la fable, l'effroi surnaturel ou le retour à l'ordre des choses. De toute façon, même ce happy end nous laisse un arrière-goût amer. Mais revenons à la création pragoise. Lorsque le rideau tombe le 29 octobre 1787, le grand public reste un peu perplexe, mais les connaisseurs applaudissent. Rien de pareil n'a encore été représenté, peut-on lire dans la presse. Acclamé, Mozart reste encore quelques semaines à Prague. On lui propose même un nouveau contrat qui l'attacherait à la ville. Mozart décline, et ce refus reste un mystère. Tout semblait l'éloigner de Vienne et l'appeler à la gloire en Bohême. De fait, mi-novembre, Mozart rentre à Vienne. L'empereur Joseph II, curieux du succès pragois, lui commande une reprise de Don Giovanni avant de partir guerroyer contre les Turcs. 4 mois d'attente pendant lesquels Mozart et da Ponte apportent des modifications liées au goût viennois et à une nouvelle distribution. Il remplace un air de Don Ottavio, en ajoute un pour Elvira ainsi qu'un duo entre Zerlina et Leporello et supprime donc, peut-être, le dénouement heureux. La première a lieu le 7 mai 1788, en l'absence de l'empereur. Le succès est mitigé. Le comte Rosenberg, ce fameux intendant de la musique impériale qui ne perd pas une occasion de rabaisser Mozart, déclare que sa musique est trop difficile pour le chant. De retour de campagne, Joseph II assiste enfin à la 14e et dernière représentation, le 15 décembre. « L'opéra est divin, déclare-t-il, peut-être plus beau que Figaro. Mais ce n'est pas un plat pour les dents de mes Viennois. » À quoi Mozart aurait répondu « Laissons-leur le temps de le mâcher. » Il faudra du temps, en effet. Don Giovanni ne sera plus joué à Vienne du vivant de Mozart, qui, il est vrai, n'a plus que 3 ans à vivre. Des représentations ont lieu à Leipzig, Varsovie, Francfort, généralement dans de libres adaptations en allemand. On reproche à Mozart d'avoir composé une musique trop savante pour ce vieux sujet plutôt scabreux, et on entend bien vulgariser la farce. C'est grâce au milieu littéraire romantique que Don Giovanni va entrer dans la légende ou, pour mieux dire, dans le mythe. En 1797, Schiller écrit à Goethe une lettre où il exprime son espoir que le genre opéra soit un jour capable d'offrir une nouvelle conception du drame, à l'instar de la tragédie grecque. Or, Goethe, quand il reçoit cette lettre, vient d'assister à une représentation de Don Giovanni à Weimar. Il répond à son ami. « Vous auriez vu vos espoirs pour l'opéra réalisés à un haut degré dans Don Giovanni. Mais en même temps, cette pièce est aussi totalement isolée. Et depuis la mort de Mozart, toutes les perspectives pour quelque chose de similaire ont été anéanties. » Puis vint Hoffmann, l'auteur des célèbres contes fantastiques. En 1813, il publie un court texte sur le Don Giovanni de Mozart dans lequel le narrateur fait une expérience surnaturelle à l'occasion d'une représentation de l'opéra. Hoffmann est le premier à proposer une lecture romantique de Don Giovanni pour en faire une œuvre sur le désir infini, la sensualité démoniaque et la quête d'absolu portée par la musique. Convaincu de la génialité de cette œuvre, il en a fait,
à la fois le coup d'envoi du mythe romantique de Don Juan et un opéra lui-même mythique. Pour Hoffmann, comme plus tard pour Wagner, et pour nous encore aujourd'hui, Don Giovanni est bien l'opéra de tous les opéras.